Merci à tous nos panélistes de s'être connectés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la microfinance et la finance inclusive en Afrique de l'Ouest. Je suis donc Anouche Bezelgue, l'éditrice en charge du portail FinDev francophone, qui est donc la plateforme indépendante de connaissances du SIGAP. Plus d'un an après le début de la pandémie, ce webinaire a pour objectif de dresser un bilan de l'impact du Covid-19 sur le secteur de la microfinance et de la finance inclusive, mais aussi de partager expériences et enseignements de la part d'institutions de microfinance et de mésofinance. Cet événement sera également l'occasion de discuter de perspectives d'avenir et de résilience, mais aussi de la transformation digitale du secteur. Donc, avant de commencer ce webinaire, quelques petits rappels techniques pour nos participants. Donc, il s'agit d'une diffusion audio, c'est-à-dire que les microphones des participants seront muets pendant toute la durée du webinaire. Mais on vous invite à interagir et à poser des questions aux panélistes. Donc, pour cela, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat, en précisant bien à qui vous souhaitez adresser votre question. Et pour être sûr que tout le monde voit votre question, donc les panélistes comme les participants, sélectionnez tous les panélistes et participants dans le menu déroulant lors de l'envoi de la question, donc comme sur la slide qui apparaît. Enfin, l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation PowerPoint seront envoyés à tous les participants et à tous les inscrits d'ici 48 heures. Donc, avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 panélistes. Donc, premièrement, Corinne Riquet, qui est la représentante régionale du SIGAP et qui est basée en Côte d'Ivoire. Mamadou Lamine Gueye, qui est le directeur général de l'institution de microfinance Cori Microfinance, basée au Sénégal. Et enfin, Mamadou Diallo, le directeur corporate de Cofina Sénégal. Concernant le déroulé de ce webinaire, nos 3 intervenants partageront leurs enseignements et expériences sur l'impact de la pandémie et sur la résilience du secteur. Puis, nous terminerons ce webinaire, donc les 45 minutes de présentation, par une session de questions-réponses de 30 minutes environ. Je vais maintenant laisser la parole à Corinne Riquet du SIGAP, donc notre première intervenante. Corinne, je t'invite à partager ton écran. Bonjour à tous, bonjour Anouche. Donc, je vais effectivement partager mon écran. Voilà. Et aussi mettre ma caméra. C'est bon, on voit ton écran, Corinne. Voilà, je crois que je vais pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être partie prenante de ce webinaire. Voilà, donc mon intervention en fait est un peu introductive et va consister à illustrer l'impact qu'a pu avoir la pandémie de la Covid-19 avec son cortège de restrictions et d'impact économique sur le secteur, l'impact de la crise sur le secteur de la microfinance en Afrique de l'Ouest en comparaison avec d'autres régions du monde et avec l'Afrique subsaharienne. Et en me basant sur les résultats d'une enquête qui a été conduite par le SIGAP, enquête Global Pulse, telle qu'on l'a appelée, donc auprès des institutions de microfinance. 399 institutions de microfinance ont participé à au moins une des 5 vagues de cette enquête de juin à décembre 2020. Et les dernières données ont été collectées en fait à fin septembre 2020 et c'est sur ces données que je vais me baser. Encore merci aux IMF si elles sont représentées ici qui ont de l'Afrique de l'Ouest et de l'UMOA qui ont participé à cette enquête, c'était très apprécié. Et donc cette enquête n'a pas la prétention d'être exhaustive, mais à court terme en fait elle a permis de recueillir des données dans un contexte d'une crise qui a évolué très rapidement
et où il était nécessaire de pouvoir fournir des informations d'analyse essentielles à la fois aux bailleurs de fonds, aux décideurs politiques, aux acteurs du secteur eux-mêmes et à tous ceux qui s'intéressent à la microfinance dans les débuts de la pandémie. Donc, si vous vous souvenez, au tout début de la Covid, il y avait cette crainte que le secteur allait faire face à une pénurie de liquidités catastrophique. Et les données collectées ont permis en fait de voir que ce n'était pas vraiment le cas. Et cela a permis de recentrer l'attention sur les questions liées à la solvabilité et à la gestion des prêts au niveau des institutions de microfinance. Cette enquête a pris fin, comme je le disais, en décembre. Et après la fin de cette enquête, le SIGAP a noué un nouveau partenariat avec Symbiotique afin de continuer à suivre l'évolution de la situation de plus de 300 institutions de microfinance de différentes régions du monde qui sont dans le portefeuille de Symbiotique et de comprendre, afin de comprendre les tendances et les préoccupations à plus long terme. Et un bulletin régulier sera produit pour rendre compte un peu de l'évolution de la situation. Et le premier bulletin a été produit, diffusé en avril de cette année. Au cours de ma présentation aussi, je vais examiner la situation des IMF de l'UMOA, plus spécifiquement grâce aux données de la BCAO, donc la Banque centrale régionale. Et comme on le verra, le secteur a certes été impacté et continue de gérer cette situation difficile, mais globalement, le secteur a été résilient et se remet progressivement de cette crise. Donc, si on regarde des indicateurs liés à la qualité du portefeuille, alors, il y avait en septembre 2020 une perception qui était encore très marquée chez les dirigeants des institutions de microfinance, des difficultés du secteur et assez similaires d'une région à l'autre, comme on le voit sur le graphe. Alors, la barre en orange correspond aux institutions de l'échantillon de l'Afrique de l'Ouest. Et à côté de la barre orange au milieu, ce sont en comparaison les institutions d'Afrique subsaharienne. Et tout à fait à droite, sous le total, donc il y a toujours en orange la situation des IMF de l'Afrique de l'Ouest. Et à droite, c'est l'ensemble des IMF de l'échantillon. Donc, c'est global au niveau mondial, y compris l'Afrique. Donc, il y avait cette perception d'une situation quand même de stress réel pour le secteur et qui était assez partagée un peu partout dans le monde, sans qu'on anticipe effectivement une situation catastrophique. La qualité du portefeuille, donc si on regarde le PAR à 30 jours, enregistrait une dégradation prononcée et plus importante pour les institutions de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique de l'Ouest, comparativement aux autres régions du monde, avec un taux qui était de 19,5% pour les IMF de l'Afrique subsaharienne, 15,9% pour celle de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il était de 13,5% pour toutes les IMF de l'échantillon. Par contre, le portefeuille des IMF d'Afrique subsaharienne, y compris pour celle de l'Afrique de l'Ouest, avait proportionnellement été moins restructuré que celui des IMF d'autres parties du monde, avec un taux de 14% comparativement à 20% pour l'ensemble des IMF de l'échantillon. Donc là, je parle du pourcentage du portefeuille restructuré. Si on regarde, bon, le graphe n'est pas présenté ici, mais si on regarde le pourcentage des IMF qui ont appliqué un moratoire sur le remboursement de leurs emprunteurs, on a un taux plus similaire, quelles que soient les régions, avec environ 70%, disons 72% pour l'Afrique de l'Ouest contre 73% au plan global. Donc, de manière assez uniforme, les IMF ont appliqué ces mesures de moratoire et c'est vrai que les dispositions réglementaires les encourageaient à aller dans ce sens-là. Si on regarde maintenant les indicateurs relatifs à la liquidité,
On voit que les IMF de l'Afrique de l'Ouest présentaient une situation plutôt favorable en termes de liquidité que celle du reste du monde, avec 20% contre 18% pour l'ensemble des IMF, et avec un taux assez similaire aux autres IMF de l'Afrique subsaharienne, et bien supérieur au minimum requis si on prend par exemple les exigences réglementaires de l'UMOA. Ce taux minimum est de 2 ou 5% selon le type d'IMF. Donc, on était encore en septembre 2020, en tout cas, dans une situation assez confortable en termes de liquidité, ce qui conforte le constat que cette crise de liquidité était effectivement écartée, contrairement à ce que l'on avait pu anticiper au démarrage de la crise. Et notamment, les retraits d'épargne n'ont pas été massifs comme on aurait pu le craindre au départ. Mais pourtant, en fait, cette crainte d'un manque de liquidité était quand même très présente au niveau des dirigeants des institutions, puisque 43% des IMF de l'Afrique subsaharienne anticipaient un manque de liquidité dans les 90 jours à venir, contre 26% au plan global. Je pense que ce risque ne s'est pas en fait produit. Et aussi, alors que les IMF d'Afrique de l'Ouest ont davantage en fait pu obtenir un moratoire sur le remboursement de leurs dettes auprès de leurs prêteurs. En tout cas, pour celles qui étaient endettées, à 90%, elles ont pu obtenir ce moratoire en Afrique de l'Ouest, contre 83% pour toutes les IMF de l'Afrique subsaharienne et 71% au plan global. Bon, toutefois, il faut effectivement noter que c'est un échantillon qui est évidemment plus limité d'IMF par rapport à l'ensemble de l'échantillon, parce que toutes les IMF n'ont pas recours à l'endettement auprès d'investisseurs ou de banques. Si on veut parler de solvabilité, le graphique n'est pas présenté, mais les IMF de l'Afrique de l'Ouest, que je peux dire, affichaient un taux de capitalisation, donc un ratio de fonds propres sur actifs qui était légèrement supérieur au taux de l'ensemble des IMF de l'échantillon, parce que c'était 24,6% contre 24%. Et si on compare avec la norme réglementaire, par exemple, de l'UMOA, qui est de 15%, donc elles avaient une situation de solvabilité qui apparaissait aussi assez confortable, en tout cas en septembre 2020. Si on regarde maintenant les indicateurs d'efficience et de productivité, on voit que le taux de charge d'exploitation, par contre, était bien supérieur en Afrique de l'Ouest à celui des autres institutions de microfinance d'autres régions, avec un taux de 42% en Afrique de l'Ouest contre 26% au plan global et 41% en Afrique subsaharienne, ce qui est plutôt, je dirais, conforme à ce qu'on observe généralement par rapport à ce ratio, et qui est supérieur aux normes réglementaires, si je me réfère toujours à la zone UMOA, qui a une exigence d'un taux supérieur ou égal à 35%. Et pour avoir discuté avec un certain nombre d'IMF de la région de l'UMOA pendant cette crise en 2020, et nos deux panélistes qui vont me suivre pourront le confirmer, je sais que beaucoup d'IMF ont essayé de réduire au maximum les charges pendant cette période face au ralentissement de l'activité des premiers mois de la pandémie, mais dans le même temps aussi pour assurer une certaine continuité de leur activité, en décongestionnant les locaux, en faisant en sorte qu'on ne puisse pas avoir tout le monde malade dans un même service et que les activités du service puissent se poursuivre. Enfin, elles ont dû en fait parfois aménager des locaux pour éclater des services en deux endroits, et ça a pu effectivement engendrer des coûts supplémentaires. Si on regarde un peu l'offre de prêts, on voit que les IMF de l'Afrique de l'Ouest ont plutôt moins réduit leur offre de prêts que les IMF d'autres régions, 21% en Afrique de l'Ouest contre 24% pour les IMF de l'Afrique subsaharienne et 32%
au plan global. Elles ont donc continué dans leur majorité à servir la clientèle. Je dirais passer un peu les toutes premières semaines de la pandémie où on a vu souvent un arrêt assez brutal des prêts face à l'incertitude. Mais sur l'année, en fait, la réduction a plutôt été assez limitée. Et par contre, elles ont été plutôt moins nombreuses en Afrique de l'Ouest, les IMF qui ont mis en place des nouveaux canaux numériques pour les clients. C'est 21% contre 24% pour toutes les IMF de l'Afrique subsaharienne et 32% au plan global. Donc, sans doute un signe qu'elles n'étaient pas toutes suffisamment prêtes pour rapidement introduire ces nouveaux canaux, même si la crise a clairement mis en évidence l'intérêt et la nécessité d'adopter des solutions numériques, mais certaines n'y étaient sans doute pas préparées avant la survenue de la crise et ne pouvaient pas le mettre en œuvre très rapidement dans un contexte de crise avec une distanciation physique à apporter des restrictions de ressources. Donc, celles qui l'étaient ont pu le faire, mais on voit bien que ce n'était pas la majorité des institutions. Pour compléter ce panorama rapide, il y a énormément d'indicateurs que vous pourriez trouver sur le site du SIGAP et la page dédiée aux résultats de cette enquête. Donc, pour compléter, je disais, ce panorama rapide qui, somme toute, démontre une certaine résilience des IMF d'Afrique de l'Ouest de manière générale. L'échantillon des IMF du portefeuille de Symbiotic, auquel je faisais référence tout à l'heure, qui est maintenant suivi. Et donc, ces IMF ont terminé l'année 2020 avec des décaissements et des remboursements mensuels qui approchaient les niveaux d'avant la crise du Covid, et globalement avec le niveau le plus élevé depuis le démarrage de la crise. Et lorsqu'on compare dans cet échantillon l'Afrique subsaharienne, on voit aux autres régions, on voit qu'il y a un rebond particulièrement fort de l'Afrique subsaharienne comparativement aux autres régions, ce qui est plutôt encourageant. Et pour terminer, donc je voudrais centrer un peu essayer d'examiner en fait plus particulièrement la situation de l'UMOA grâce aux données qui sont disponibles sur le site de la BCAO. Et ce qu'on peut retenir globalement, on va voir avec plus de détails, c'est que l'activité s'est accrue en 2020 malgré la crise et la situation sanitaire, mais la qualité du portefeuille a véritablement souffert et cela devrait probablement impacter la profitabilité des institutions et nos collègues pourront nous éclairer à ce sujet tout à l'heure. Et donc, ces données portent sur des estimations qui sont effectuées à partir des données collectées d'un échantillon de 173 IMF qui réalisent en fait environ 90% des opérations de dépôt et de crédit du secteur dans la région, donc les principales IMF de la région. Donc, sur la période, en 2020, le secteur a enregistré dans la région 13 nouvelles institutions donc, qui ont démarré leurs activités en 2020 malgré la crise et avec une croissance de la clientèle de plus 0,6%, comparativement à une clientèle qui n'avait cru, par exemple, de 2018 à 2019 que de 1,8%. Donc, la crise n'a pas empêché la croissance de la clientèle. Sans doute, l'arrivée de nouvelles institutions y a contribué. Les dépôts ont progressé de 15,3% en moyenne. Seule la Guinée-Bissau a enregistré une baisse. Par contre, le dépôt moyen était, lui, en légère baisse de 1,3%. Et si on compare avec la progression de 2018 à 2019, les dépôts avaient progressé de 13,2%. Donc, en 2020, les dépôts ont même davantage progressé dans la zone UMOA globalement que l'année précédente. En termes d'encours de crédit, on voit que là aussi, on a une progression de 12,1% par rapport à son niveau à fin 2019 et seul le Niger et la Guinée-Bissau ont enregistré une baisse en 2020.
respectivement de 33,1% et de 5,7%. Mais là aussi, l'encours moyen est en baisse et plus nettement en baisse que l'encours moyen des dépôts. Et ce qu'on constate par contre, c'est que cette progression de 12,1% est nettement inférieure à ce qui avait été enregistré par contre entre 2018 et 2019, où elle s'était située à 18,1%. Donc la croissance de l'activité de crédit a été nettement freinée par la pandémie dans la zone UMOA. Et enfin, comme déjà souligné, la qualité du portefeuille a enregistré une nette dégradation avec un PAR à 90 jours qui est passé de 6,5% à fin 2019 à 8,1% à fin 2020, alors qu'une amélioration avait été enregistrée entre 2018 et 2019, puisqu'il se situait à 7,1% à fin 2018. Donc, juste pour conclure, je dirais que l'enjeu pour cette année 2021 va être la gestion de ce portefeuille dégradé, la gestion du risque qui fait peser sur la solvabilité des institutions et aussi la maîtrise des charges. Et c'est là où peut-être l'utilisation de canaux numériques pourrait aider à plus ou moins à court terme ou plus à moyen terme à maîtriser ces charges et à pouvoir faire face aussi à cette baisse de revenus que les institutions pourraient enregistrer, ou en tout cas aux charges supplémentaires qu'elles pourraient supporter en raison de cette dégradation du portefeuille. Donc voilà, je crois que maintenant, il est temps d'écouter les praticiens qui pourront nous donner des illustrations plus concrètes derrière ces chiffres et ces situations assez générales. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Corinne Riquet pour cette présentation. Donc, nous allons maintenant laisser la parole à Mamadou Lamine Gueye, donc le directeur général de Cori Microfinance. Alors, je vous demande juste un instant le temps que le PowerPoint charge. Voilà. Donc, Lamine, on vous écoute, c'est à vous. Voilà. Merci beaucoup, Anouche, et l'ensemble des participants à ce panel. Je pense qui est donc un thème très actuel. Et justement, mon intervention viendra comme une sorte d'illustration à celle que vient de faire Corinne, que je salue au passage. Slide, s'il vous plaît. Voilà, donc mon intervention va être structurée autour des points qui s'affichent donc sur votre écran, avec une introduction, une présentation très rapide de Cori, une contextualisation, les impacts, mais surtout je vais insister sur les stratégies de résilience et de relance donc des activités de l'institution avant d'arriver donc à une conclusion. Slide. Voilà, donc comme vous le savez, en juin 2020, que nous étions déjà réunis sous la houlette de FINDEF pour discuter autour du thème suivant, COVID-19 en Afrique de l'Ouest, quel impact sur l'inclusion financière? Ce fut à l'époque une occasion de passer en revue Lamine, on ne vous entend plus. Des difficultés induites par cette crise dont on ne pouvait pas encore appréhender toutes les conséquences. Mais avec le recul, nous pouvons dire que les tendances lourdes observées à l'époque se sont confirmées. Oups.
Alors, on a perdu Mamadou Lamine Gueye. Alors, le temps qu'il se reconnecte, je suggère qu'on passe directement à notre troisième panéliste, donc Mamadou Diallo. Mamadou, est-ce que vous êtes prêt à remplacer Lamine le temps qu'il se reconnecte? Bonjour Anouche, oui, c'est bon pour moi. Je peux prendre en fait la main le temps que Super. Lamine est également en fait à l'échelle de la main soit rétablie. Alors, merci beaucoup Mamadou pour votre flexibilité. On vous écoute. Donc, le temps que Monsieur Gueye de Cori Microfinance se reconnecte, on va donc écouter Monsieur Mamadou Diallo, qui est directeur corporate pour Cofina Sénégal. Mamadou, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Anouche. C'est un plaisir pour moi de participer en fait à ce webinaire. C'est un plaisir également en fait pour Cofina en fait Sénégal. Je remercie l'ensemble des participants à ce panel. Maintenant, en fait, pour aller droit en fait au but, mon intervention sera axée en fait sur les conséquences effectivement en fait de cette crise au niveau de Cofina en fait Sénégal. Mais aussi également en fait sur l'impact même en fait, de cette pandémie sur la clientèle également en fait PME. Slide Anouche. Donc pour contextualiser, c'est important d'abord en fait de noter que les projections de croissance en 2020 s'établissaient à plus de 3%. La crise sanitaire est venue la ramener à moins de 2,5%, recul bien marqué que lors de la crise en fait, de 2008, d'après le FMI. Et l'autre point, il faut noter qu'également le Cofina Sénégal a investi en fin 2019 dans le réseau en fait, CPS. Il était question, la stratégie c'était quoi? On était en fait dans une stratégie en fait, de croissance, d'acquisition en fait d'un réseau en fait de 32 points de vente, 42 également en fait collaborateurs. Maintenant, avec la pandémie, Covid-19 est venu perturber globalement en fait, toute la stratégie de développement que devait porter en tout cas cette opération de croissance externe. L'autre point également qui est important en fait de souligner, c'est la directive également en fait de la Banque centrale. Comme vous le savez tous, la Banque centrale a sorti en fait une note autorisant un report d'échéance des clients dont l'impact a été touché. Maintenant, c'est important également de rappeler que Cofina a un impact important en fait, sur le marché sénégalais au vu de notre politique d'accompagnement. En moyenne, en termes de production, c'est 4 milliards. C'est 4 milliards d'accompagnement, de financement, de soutien aux PME en fait, sénégalaises. Et si on parle en fait, de financement, c'est quoi? C'est tout ce qui est finance crédit lié au programme d'investissement en fait, de nos partenaires PME, mais également tout ce qui est soutien également en fait, de soutien dans le fonctionnement, dans l'exploitation des entreprises. La crise maintenant a été fortement pénalisante avec pour conséquence maintenant des retombées négatives, non seulement en fait sur la production, mais aussi également en fait sur la liquidité, comme l'a si bien dit tout à l'heure en fait, l'autre panéliste, mais aussi également il y a les autres agrégats également, le PNB, le portefeuille à risque également en fait ont été pénalisés. Donc nous allons dans un premier temps faire un focus sur le premier en fait agrégat en fait, financier en fait, qui a été fortement impacté par la pandémie. D'abord, nous allons parler en fait, de l'impact des reports d'échéance sur la liquidité. À ce niveau, ce qu'il y a lieu de noter, Corinne, Anouche, slide s'il vous plaît, c'est d'abord, c'est important en fait de comprendre la directive en fait, de la Banque centrale. La pandémie Covid-19, juste avec la pandémie, la Banque centrale également, en tant qu'institution régulatrice, a sorti une note pour exiger au SFD d'accorder au fait des reports d'échéance aux
clients, en tout cas, qui sont impactés. Maintenant, c'est à cause en fait, de cette note que les clients, à l'unanimité des clients qui ont été impactés, de même qu'également des clients qui n'ont pas été impactés, ont demandé des reports en fait, d'échéance. Et si aujourd'hui, on évalue globalement en fait, ces reports d'échéance, comme vous le voyez à titre d'illustration, c'est plus de 3 milliards en fait, de reports d'échéance à des clients, en tout cas en, fait, en difficulté. Et tout en sachant qu'également, au moment où vous faites Cofinance Sénégal accordé à ces clients en fait, des reports d'échéance, ces partenaires financiers, les banques également en fait, commerciales, qui accompagnaient au début au fait Cofinance dans le cadre de ces activités également, Cofinance n'a pas bénéficié de reports d'échéance, ce qui crée aussitôt ce qu'on appelle en fait, un déséquilibre, une tension en fait, de trésorerie. Et donc, du coup, cette situation également a fortement impacté en fait, sur la liquidité, mais également sur la stratégie globalement en fait, de notre institution. Et tout en sachant également, non seulement il y a les reports, donc si on parle de reports, il n'y aura pas également en fait, d'encaissement de liquidité, mais aussi l'autre point également, c'est les dépôts également que les clients nous confient sous forme de DAT ou bien même sous forme également en fait, de compte courant, ces dépôts également ont baissé. Donc, du coup, la combinaison en fait, de tous ces aspects ont fait que Cofinance Sénégal a été impacté globalement, la liquidité globale en fait, de Cofinance a été impactée et ça a également influé également en fait, sur notre stratégie pour les prochains mois. Donc, il faut noter d'abord en fait, la première conséquence, comme je l'ai fait dit tout à l'heure, c'est par rapport à la situation en fait, de la liquidité. La crise, c'est moins de créances en fait, recouvrées, près de 4 milliards en fait, d'impayés globalement, moins de refinancement également mobilisé auprès de la clientèle sous forme de DAT, sous forme de dépôt également en fait, sous forme également en fait, de DAV, de dépôt à vie, mais aussi également en fait, de lignes bancaires. Lignes bancaires, pourquoi? Parce que dans un contexte de Covid également, on a fait moins de levée de fonds du côté également en fait, de nos partenaires financiers bancaires. Combiné à tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons consenti plus de 3 milliards en fait, de reports d'échéance pour des clients en fait, qui sont en, fait, en difficulté. À nous, slide suivante, s'il vous plaît. Le second point, l'autre conséquence, c'est par rapport au PNB. Et cela fait également suite, toujours à la note du régulateur auprès de la Banque centrale, une note qui exigeait au SFD non seulement en fait, d'accorder des reports d'échéance. Si on reporte une échéance, c'est quoi? C'est le capital qui est reporté, mais aussi également, c'est les intérêts également qui sont reportés. Donc, globalement, le manque à gagner est évalué à 700 millions. Donc, cela veut dire quoi? Près de 50% des encours ayant fait l'objet de report d'échéance consécutifs à la circulaire en fait, de la Banque centrale. Donc, à ce niveau également, c'est important en fait, de souligner un point. Si on reporte une échéance de crédit, c'est non seulement en fait, le capital qui est reporté, mais aussi également, en fait, c'est les intérêts qui sont reportés. Donc, forcément, également, en fait, au niveau du PNB, ça va se répercuter. Tout à l'heure, nous avons parlé en fait, de l'impact sur la liquidité, dû également au report des échéances, mais ça, c'est du côté également du capital. Mais pour ce qui est des intérêts, avec le report, comme nous l'avons senti, au niveau également en fait, du PNB, au niveau du PBT, les commissions, les chiffres d'affaires en fait, de la banque, comme on le sait, c'est le PNB. Si une partie également des commissions est reporté, forcément, on fait ça, l'impact maintenant, en fait, sera senti. Donc, du coup, au niveau également de Cofinance en fait, Sénégal, globalement, le manque à gagner, en fait, comme vous le voyez tous, c'est 700 millions. Et ce point également, c'est important également de rappeler une chose par rapport à ce report. Non seulement la politique de crédit également en fait, a été revue à la baisse, mais également notre stratégie. Comment Cofinance en tout cas a fait pour pouvoir même tenir suite à cet impact au fait de report d'échéance, des reports d'échéance, mais aussi l'impact sur le PNB. Certainement, c'est un point que je vais développer au fait dans la dernière partie. Mais notez dans un premier temps
oui, il y a l'impact sur la liquidité, mais également, en fait, il y a un impact fait sur le PNB. Pour ce qui est en fait des chiffres, vous le voyez, Anouche, slide suivante pour le troisième point. Entre autres impacts de la pandémie sur l'activité au fait de Cofina, nous avons en fait la production. Qui parle de production, en fait, pas forcément en fait d'accompagnement. Maintenant, à ce niveau, il faut noter que la stratégie de Cofina étant d'accompagner en fait les paiements dans leur programme d'extension, donc c'est tout ce qui est investissement et autres, mais aussi également accompagner en fait les entreprises dans leurs besoins également en termes en fait de fonctionnement, d'exploitation. Dans le cadre de notre politique en fait de crédit, Cofina Sénégal a mis en place divers produits pour soutenir en fait ses partenaires. Maintenant, en moyenne, la production moyenne tournait autour de 4,5 milliards. Avec la pandémie, certains secteurs d'activité ont été impactés. Entre autres, le secteur également fait des BTP. Et en parlant de BTP, Cofina Sénégal a un desk financement en fait de marché, dans lequel desk maintenant en fait toutes les entreprises, toutes les PME qui s'activent dans les marchés ont la possibilité d'être accompagnés de l'appel d'offres jusqu'à l'exécution. Et il s'est trouvé que lors en fait de la pandémie, il y a une enveloppe importante qui a été consacrée à cette PME, à la cible PME qui s'active dans les BTP. Et donc, du coup, beaucoup de préfinancements ont été faits. Et avec la pandémie, beaucoup de créances également, en fait, beaucoup de marchés n'ont pas fait objet de remboursement. Donc, les BTP fait partie des secteurs en fait, les plus touchés à notre niveau. L'autre secteur également, c'est par rapport à l'agrobusiness ou bien le commerce également de façon en fait, globale. Cofina Sénégal qui accompagne tous les jours en fait, ses partenaires, on a constaté que les clients qui font du commerce de l'importation de marchandises en provenance de la Chine, de l'Asie ou bien en Europe. Donc également, en fait, nos partenaires commerçants qui font de l'importation de produits dans la sous-région, avec les restrictions barrières, on rencontre des difficultés. Donc, du coup, la banque également, Cofina, en tenant compte de la directive de la Banque centrale, en intégrant également en fait, les autres paramètres qui sont liés, qui risquent, qui posent problème en tout cas en fait, aux clients dans le cadre du remboursement de leur crédit, on a senti aussitôt que la production a baissé. Comme vous le voyez, globalement, on passe de 44 à 50 milliards, de 50 milliards en 2019 contre 44 milliards. Donc, d'où une baisse significative de la production, essentiellement impact porté par les BTP, mais aussi également le commerce de façon générale, que ce soit en fait, les clients, les PME qui s'activent dans le commerce denrées alimentaires, que ce soit également en fait, les services, mais aussi également le dernier secteur également qui a été fortement impacté, mais c'est les entreprises, c'est les PME ou bien les opérateurs économiques qui font de tout ce qui est transport. Donc, ils s'activent dans le transport en fait, de marchandises inter-régionales. Parce qu'à ce niveau également, c'est juste pour souligner que Cofina accompagne ces clients qui ont des programmes d'investissement allant dans le sens d'augmenter le parc de matériaux roulants. Donc, l'axe Dakar-Mali a vu la fermeture. Mamadou, on ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez vous unmuter, s'il vous plaît? Mamadou, est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, c'est bon. Allô? On vous a pas entendu pour la dernière minute. Ah, OK. Oui, en fait, juste pour conclure en fait, sur ce point, globalement, en fait, sur la production,
La pandémie a touché pas mal de secteurs d'activité avec des mesures de restriction, dont la fermeture des frontières, la fermeture en fait, des marchés, la limite des passagers dans les transports en commun, la fermeture et réquisition en fait, des hôtels, la fermeture en fait, des restaurants à partir d'une certaine heure. Donc, je peux dire que plusieurs secteurs d'activité, en tout cas, ont été impactés à cause de la pandémie, ce qui a influé non seulement en fait sur notre politique d'accorder en fait de notre politique en fait de financement, d'accompagnement, mais ce qui a également fort impacté la production globale en fait de Cofina. Là où on était parti en fait sur des 4 milliards 5 par mois, en ce moment on a fait moins de 4 milliards. Il y a un mois même où nous avons fait combien? On fait 2 milliards 5 en fait de production. Tout ça, c'est juste pour vous dire que entre autres indicateurs qui a été impacté, c'est la production, c'est l'accompagnement en tout cas au fait des entreprises, des paiements dans le cadre au fait de, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de leur programme d'investissement ou bien dans tout ce qui est exploitation, fonctionnement. Slide suivant, Anouche. Le quatrième point, c'est par rapport au fait à la qualité au fait du portefeuille. Bon, pour ce qui est au fait de la qualité du portefeuille, comme vous l'avez en fait, savez tous, depuis la situation en fait d'incertitude et de crise par la COVID-19 a aussi pour conséquence la dégradation en fait, du portefeuille à risque. Sachant que les activités sont touchées par les mesures liées à la pandémie, les clients étant dans l'incapacité de rembourser au fait, les échéances, tout ça également, c'est des choses qui ont fortement impacté au fait, la qualité au fait, du portefeuille de Cofina, avec des créances en souffrance qui pour les, si je regarde bien, on fait le par 30 en janvier 2020, on était à 4 milliards, mars 2020, donc on quitte de 4 milliards à 5 milliards, soit 1 milliard en, fait, en valeur absolue. Au niveau également en fait, du par 90, c'est pareil, il y a une forte croissance également, il y a la dégradation en fait, du portefeuille, c'est accentué. Le par 180 également confirme la même tendance d'évolution. Donc, globalement, le portefeuille à risque au fait, de Cofina a été touché, impacté. La dégradation en fait, a été vraiment en fait, forte à l'image des autres SFD. Maintenant, à ce niveau également, vu l'impact de la pandémie, non seulement en fait, sur la production, sur la qualité du portefeuille, sur le PNB, mais aussi également on fait sur la liquidité. Quelle est la stratégie que Cofina également en fait, a mis en place, non seulement en fait, pour continuer en fait, à accompagner en fait, ses clients, donc la stratégie en fait, de résilience. Quel est le dispositif, les mécanismes ou bien les mécanismes que Cofina Sénégal en tout cas avait mis en place et pour faire face carrément en fait, à cette pandémie, entre autres, pour permettre aux clients de faire fonctionner le compte, d'avoir une visibilité sur non seulement en fait, les transactions, les rendre en fait, la vie facile. Nous avons en fait un produit, une application mobile qui a été en fait, développée pour faciliter en fait, le quotidien en fait, des clients. Avec cette application, nos clients ont la possibilité non seulement en fait, de faire des consultations en fait, de leur compte et les mouvements du compte à temps réel, mais aussi également tout ce qui est transactions interbancaires, ce qui est également un élément très important, un élément fort en fait, pour ce produit, parce qu'à un certain moment, il y avait des restrictions, les clients n'avaient pas la possibilité même en fait, de se déplacer. Grâce à ce produit, grâce à cette application, nos partenaires PME, TPE ou bien particuliers, en tout cas, ont eu la possibilité de faire non seulement en fait, des virements interbancaires, mais aussi également, le point également important, c'était la mise à disposition fait, de fonds qu'on appelle EcoFlash. Le dernier en fait, point, entre autres avantages de ce produit, qui a été fait, le dernier point de ce produit, c'est les opérations également faites de banque, les opérations faites banque to wallet, c'est-à-dire tout ce qui est également transaction avec les opérateurs
les opérateurs en fait, téléphonie. Et notre client également, grâce à cette application, a la possibilité de faire des paiements en fait, de factures. Donc, il faut dire que c'est une application qui a été développée, qui a permis, en tout cas, qui a soulagé en fait, nos clients, parce que grâce à cette application, nos clients parvenaient également en fait, à couvrir certaines de leurs échéances de crédit. Et le dernier point que je voulais souligner dans le cadre en fait, de la stratégie, Cofinance Sénégal, il faut noter que dans un contexte en fait, de crise, qu'on a mis en place également un programme d'investissement. Tout à l'heure, à l'entente de mes propos, je vais parler en fait, du programme d'extension du rachat en fait, du réseau de CPS. Et c'est en pleine crise, non seulement que Cofinance Sénégal a continué en fait, d'investir, d'ouvrir en fait, des points de vente, que ce soit des points retail ou bien en fait, des points méso. Mais aussi également, c'est en pleine crise également que nous avons continué également en fait, à recruter des staffs de qualité pour se préparer au futur. Ça également, en fait, c'est un point qui est déterminant dans la stratégie en fait, de Cofinance Sénégal. Et l'autre chose également en fait, qui a été très déterminant, ben, c'est le recrutement également en fait, de collaborateurs non seulement de qualité, mais la stratégie, le management même en fait, a été revu à l'échelle en fait, globale. La mise à disposition, le renforcement en fait, du dispositif de contrôle interne, le renforcement également en fait, du dispositif également en fait, des crédits, le renforcement également en fait, du dispositif des comités également des crédits. Tout ça, tous ces aspects nous ont permis de faire face non seulement en fait, à cette crise, cette pandémie, mais aussi également en fait, de se préparer au, fait, au futur. Entre autres éléments que la Banque centrale maintenant en fait, devait intégrer lors de, dans le cadre entre autres éléments que la Banque centrale devait intégrer en fait, sur sa note, ça devait être l'accompagnement en fait, des SFD. Pourquoi on fait l'accompagnement? Tout à l'heure, j'ai parlé en fait, de l'impact sur la liquidité. Mais si la Banque centrale, à un certain moment, exige à ce que les SFD accordent des délais en fait, de paiement, des reports d'échéance à leur clientèle, il serait important ou beaucoup plus judicieux que ces mêmes SFD également qu'elle ait au moins une politique d'accompagnement venant même en fait, du régulateur. Donc ça également, c'est un point qui est très important. J'espère qu'également, on ne sait pas que demain également qu'il y ait une autre crise, mais on espère que au moins la Banque centrale reviendra en tout cas en fait, sur certains aspects pour permettre en tout cas aux SFD d'avoir plus de soutien pour pouvoir en tout cas accompagner au fait, leur clientèle dans le cadre fait, de leur développement. Donc voilà en fait de façon ramassée ce que je voulais développer et partager avec tous les participants en tout cas en fait, à ce panel. En attendant en fait les questions en fait qui seront posées par tous les participants, nous sommes à votre disposition. Merci. Merci beaucoup Mamadou Diallo pour votre présentation et pour avoir repris au pied levé. On va maintenant revenir à Mamadou Lamine Gueye de Cori Microfinance. Donc Lamine, je reprends où on était. Vous pouvez y aller, on vous écoute. Voilà, merci. Merci encore une fois. J'espère que cette fois-ci, le son ne va pas me poser compagnie. Alors, pour aller vite, hein, parce que il nous faut rattraper le temps un peu perdu, mais utilement dans tous les cas. Alors, je disais que l'année dernière, au même mois, on avait réuni un panel sous la houlette donc de FINDEF autour du thème COVID-19 en Afrique de l'Ouest. Quel impact sur l'inclusion financière? Je disais que c'était une occasion de passer en revue l'ensemble des difficultés induites par cette crise, dont on ne pouvait pas encore appréhender toutes les conséquences. Mais c'est avec le recul, nous pouvons dire aujourd'hui que les tendances lourdes observées à l'époque se sont confirmées, en tout cas pour la plupart, notamment en termes de
performance opérationnelle et financière. Un an après, ces rencontres sont pertinentes dans une logique de monitoring et dans le but de voir où en sommes-nous avec la microfinance en Afrique de l'Ouest. Slide. Slide, s'il vous plaît. C'est bon, on a passé la slide là. Slide, s'il vous plaît. On vient de passer la slide, Amine, on vous écoute. Amine, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Voilà. La présentation de Cori. OK. Très rapidement, Cori, c'est coopérative autonome pour le renforcement des initiatives économiques par la microfinance. Sa mission, c'est de contribuer durablement à la promotion économique et sociale des micro-entrepreneurs pauvres, principalement les femmes, en leur offrant des produits et services financiers appropriés. Sa vision, c'est d'être, s'il vous plaît, vous pouvez faire en arrière un peu. Sa vision, c'est d'être désolé, hein? Alors, sa vision, c'est d'être leader dans l'offre de services, donc aux personnes les plus vulnérables, avec un slogan. Vous me recevez? On vous entend très mal. Est-ce que vous êtes sur votre téléphone ou votre ordinateur? Oui, j'ai basculé sur mon téléphone. Je viens de basculer. OK, bah, ça coupe en fait. Vous utilisez vos data ou le Wi-Fi? J'utilise le data téléphone. Bon, ben, on va essayer comme ça. Voilà. Ça coupe un peu quand même. Hein. Bon, je vais bouger un peu, peut-être. Voilà, déplacez-vous peut-être dans un endroit où ça capte mieux et voilà. OK. Donc, slide, s'il vous plaît. Oui, contexte. Voilà. Donc, nous assistons aujourd'hui à des bouleversements économiques qui pourraient s'aggraver au cours des prochaines années. En effet, comme vous le savez, la pandémie COVID-19 est un choc d'un autre genre entraînant de lourdes pertes de revenus pour la plupart des agents économiques. Des défauts de remboursement importants sont constatés, des pertes de revenus et des tensions sur les systèmes financiers sont de plus en plus fortes. Slide. Alors, en termes d'impact, nous avons recensé plusieurs aspects, notamment la baisse du nombre d'emprunteurs et de l'encours de crédit, la baisse de l'encours d'épargne, les pertes de revenus, comme l'a dit mon ami Mamadou tout à l'heure, estimé à 221 millions pour le cas de Cori du fait des reports d'échéance, avec l'avis numéro 4 de la Banque centrale. La forte réduction de la production de crédit, on verra tout à l'heure avec le tableau, octroi de prêts, frais de suivi et de l'argent avec les reports d'échéance. Donc, on considère qu'il y a beaucoup de pertes évaluées à 102 millions, sans compter les pertes liées au report sans coût. Il y a la baisse de l'autosuffisance opérationnelle et la baisse de la liquidité. Et le tableau fait un résumé de tout cela. Donc, comme vous le voyez, pratiquement les éléments les plus importants il y a une tendance baissière, moins 1,44. Le nombre d'emprunteurs a baissé aussi, avec moins 3,23%.
l'encours d'épargne a baissé, la production de crédit de moins 17%, figurez-vous, et le nombre de prêts décaissés de moins 19%. Si on va à l'autosuffisance, vous voyez, opérationnelle en bas, c'est moins 20%, plus de 20% de baisse. Et c'est aussi le cas pour le rendement de l'actif. Voilà, de moins 322%. Slide, s'il vous plaît. Alors, pour la stratégie de résilience et de relance, donc face à cette crise dont notre institution compte relever les défis liés à la gestion du portefeuille et du risque pour pouvoir retrouver le chemin de l'équilibre et de la rentabilité. Il convenait dès lors de mettre en œuvre des stratégies pouvant inverser cette tendance, de renforcer la résilience institutionnelle, de relancer l'activité et de permettre à terme le retour à des résultats excédentaires. Pour cela, un certain nombre de mesures ont été préconisées. Slide. Voilà, la stratégie de résilience, première chose à faire. Nous avons mené une étude pour un peu, en tout cas, circonscrire l'impact de la COVID-19 sur nos opérations. En guise d'exemple, par exemple, 92% des personnes interrogées ont déclaré que leur situation financière s'était dégradée, s'était détériorée. Par la suite, il fallait redimensionner nos projections. Et là, nous avons fait une étude de relance des activités à travers une mise à jour de toutes les orientations stratégiques et de faire les réadaptations des projections opérationnelles, de réadapter même la méthodologie de crédit, la méthodologie avec une communication aussi transparente qui s'en interne vis-à-vis et donc du personnel, mais aussi vis-à-vis de tous les partenaires institutionnels. Slide. Slide, s'il vous plaît. Alors, la stratégie de résilience 2, c'est le renforcement de la stratégie de recouvrement. De quoi il s'agit? Nous avons constaté aussi au moment du dialogue, il y avait une accumulation d'impayés due à la crise. Mais on sait aussi que certains clients profitaient de la situation pour ne pas payer leurs dettes. Et nous avons pris des mesures vraiment vigoureuses. D'abord, on a renforcé une nomination recrutement de deuxième assistant du recouvrement, mais on a trouvé que cet agent de recouvrement sous forme de prestataire de services. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons pu recouvrer plus de 250 millions de créances en souffrance avec l'aide de ces agents de recouvrement. Slide. Alors, la consolidation des fonds propres. Du moment que l'exercice est très déficitaire, il fallait trouver des moyens pour en tout cas rétablir l'équilibre en termes de fonds propres, notamment la ratio de capitalisation qui est passée à environ 20% pour tomber à 14%. Alors, la première idée pour nous, c'était de trouver un emprunt subordonné. Et là, nous ne sommes pas allés loin. On savait quelque part que l'Église catholique avait un dépôt à terme assez fourni au niveau de nos comptes. Et nous sommes en train de négocier pour que partiellement, donc, ce DAT soit en un emprunt subordonné dans le but de renforcer les fonds propres. Institutions qui partagent les mêmes valeurs que Cori pour les amener dans le capital. J'insiste sur le terme même valeur.
mais des gens qui partagent les principes et valeurs de notre institution basée sur la doctrine sociale de l'Église catholique. Et aussi, il ne faut pas se voiler la face, hein. Nous recherchons de la subvention, des fonds de dotation dans le but donc de faire, en tout cas, de renforcer nos fonds propres. Slide, s'il vous plaît. Alors, quatrième décision, c'est la diversification de l'offre. Vous savez, la survenance de la crise avec les nombreuses restrictions qui l'ont accompagnée a été quelque part aussi un catalyseur pour notre institution, qui a décidé d'accélérer la mise en place de plusieurs services identifiés auparavant dans son projet de transformation digitale. Comme premier service, c'est la collecte mobile d'épargne avec des agents collecteurs ainsi que le crédit express qui lui sera associé. Je vous informe d'ailleurs que c'est dans quelques jours que les premiers collecteurs seront lancés sur le marché pour commencer le travail donc, de collecte mobile. Les POS sont déjà acquis, une cinquantaine, et on va voir en tout cas l'expérience qu'on a apprise des autres institutions de la sous-région montre que et réduire du coup les frais financiers. Le processus est très avancé, ça nous évitera de... Alors, la banque Wallet a été aussi donc lancée en plein Covid avec la présence de l'ensemble des autorités de tutelle, la Banque centrale, le ministère des Finances, des partenaires financiers qui ont accompagné le projet. Et on a en chantier la mise en place d'une application mobile et d'une carte bancaire prépayée. Donc, tous ces instruments devraient contribuer à renforcer la proximité, à simplifier, mais aussi à sécuriser les transactions et à réduire les coûts, aussi bien pour l'institution Cori, mais aussi pour ses clients. Slide, s'il vous plaît. Alors, cinquième décision, c'était l'introduction de nouvelles sources de revenus. Bon, nous sommes face à un déficit qui se chiffre à plus de 350 millions en fin 2020. Et nous avons dit, mais il faut trouver de nouvelles sources de revenus, des opportunités de génération. Et nous avons évalué notre taux effectif global et nous avons constaté qu'il y a une marge à saisir. Et c'est pour cela que nous avons introduit une batterie de frais d'octroi de prêts qui n'existaient pas chez nous, des frais de suivi et d'accompagnement. C'est des montants de 500, de 100 francs et ça s'applique qu'au groupement de femmes parce que ce n'est pas appliqué aux individuels. C'est des réunions mensuelles qui sont conduites sur le terrain avec un déplacement d'agents de crédit sur le terrain et toutes les charges étaient supportées par Cori. Maintenant, on a dit pour ces suivis et cet accompagnement-là, il faut qu'il y ait un partage de coûts, ce qui fait que nous avons introduit ces frais de suivi et d'accompagnement. Nous avons aussi revu à la hausse les frais de gestion de compte. Nous avons regardé ce qui se passe au niveau du marché et nous sommes dit que mais nous étions, en tout cas, nous avions des frais de tenue de compte qui étaient très bas et nous avons aligné pour les groupes à 6 000 francs l'année et pour les individuels à 3 000 francs l'année. Et enfin, il y a des frais de montage sur les demandes de prêt. Cette proposition consiste juste à exiger le paiement de frais de montage de dossiers pour tout dossier individuel, sachant qu'on a vu qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont instruits et rejetés. Et sur ces dossiers, on ne gagne à dépenser de l'argent pour faire des visites de terrain. Slide, s'il vous plaît. Alors, avantage de ces mesures pour Cori, comme vous l'aurez imaginé, c'est la reprise progressive des activités, tendance à la normalisation, amélioration de la qualité de portefeuille,
réduction des charges opérationnelles, augmentation des revenus d'exploitation, mais augmentation de l'épargne collectée, renforcement des fonds propres, proximité renforcée, transactions rapides et mieux sécurisées, mais aussi surtout l'image aussi de l'institution qui est améliorée. Slide, s'il vous plaît. Alors, avantage pour les clients, parce que c'est important de voir qu'est-ce que ça peut apporter pour le client. Alors, il y a une possibilité d'obtenir des reports d'échéance sans coût additionnel. La baisse des coûts de transaction qui sont réduits parce qu'un client maintenant qui va venir demander, déposer un dossier, ouvrir un compte, si on a des réseaux d'agents tiers et si on a les collecteurs qui sont sur les marchés, ils ont la possibilité de faire ouvrir des comptes aux clients. Les clients ont la possibilité aussi de verser ou de faire des retraits à partir de ces agents mobiles. Et la réduction drastique des coûts d'opportunité, parce que quand on se déplace, on abandonne son lieu de travail pour aller à un guichet, à un bureau. Quand il y a la distance, nous n'avons que 20 points de service actuellement physiques dans le pays. Mais avec la démultiplication d'agents tiers et de collecteurs, donc on va faciliter donc, à la clientèle cette possibilité. Donc, il y a une proximité qui est renforcée. Mais les transactions rapides aussi et mieux sécurisées. Quand on se réfère à la banque to wallet, on peut rester dans sa chambre 24 heures sur 24, faire ses opérations de consultation de solde, faire des versements, faire des retraits, faire même un petit relevé des dernières opérations bancaires, etc., etc. Et aussi, on encourage à épargner, aussi bien la banque to wallet que le réseau d'agents collecteurs, que même les réseaux d'agents tiers peuvent encourager les clients à épargner plus, parce que si on sait que maintenant, en sortant à moins de 200 mètres, à moins d'1 kilomètre, on peut trouver un représentant de l'institution, ça peut encourager à épargner de l'argent. Mais aussi possibilité d'obtenir un crédit express qui n'existait pas chez nous. Maintenant, avec ce crédit, on pourra disposer d'un petit crédit pour se dépanner. Slide, s'il vous plaît. Voilà, les conditions de succès quand même, c'est important pour nous de bien les comprendre, de les cerner pour la mise en application de ces mesures. Premièrement, il faut une bonne communication avec les clients. Parce que beaucoup diront, mais les clients, oui, on va appliquer de nouveaux tarifs, de nouveaux frais, etc. Est-ce que les clients pourront porter? Donc, parce que s'il y a une bonne appropriation par les clients, mais avant tout aussi par le personnel, nous pensons que ça passera sans aucune difficulté parce que les femmes sont bien représentées chez nous au niveau de l'âge, mais au niveau aussi du conseil d'administration. Je crois que cette question a été soulevée. Et elles disent partout et tout le temps que quand l'institution a besoin d'elles, il n'y a aucun problème pour qu'elles mettent la main à la poche pour l'accompagner. Il faut aussi un soutien des administrateurs, c'est important, nous l'avons totalement, mais il faut aussi une exécution rapide dans la mise à jour du site, parce que tout cela va nécessiter donc des mises à jour du système d'information, de gestion, afin d'intégrer les changements nécessaires. Et pour cela, nous venons de signer avec notre fournisseur de système d'information il y a une dizaine de jours, un contrat qui intègre l'ensemble de ces modifications, l'ensemble de ces développements spécifiques qui devraient en tout cas prendre en compte ces innovations initiées par notre institution. Slide, s'il vous plaît. Slide. Voilà, en conclusion, donc la maîtrise des charges et l'amélioration des revenus constituent deux leviers essentiels pour rétablir l'équilibre financier et tendre vers l'autosuffisance opérationnelle et la pérennité. Je parle ici de pérennité financière et sociale. Il reste évident que contrairement à l'introduction de nouvelles mesures de génération de revenus, l'augmentation du taux d'intérêt poserait beaucoup plus de problèmes, même si cela pouvait être envisagé sur certains de nos produits, comme je parlais de taux effectifs. Aussi, malgré ces mesures,
nous resterons conformes à la réglementation en ce qui concerne le taux d'usure. Dans tous les cas, nous devons toujours et nous gardons en mémoire qu'une attention trop centrée sur la rentabilité risquerait d'éloigner l'institution des plus vulnérables, mais aussi une vision trop sociale pourrait entraver son autosuffisance et sa pérennité. D'où la nécessité de trouver un juste équilibre, c'est-à-dire être viable à partir d'une tarification adéquate et responsable. Les nouveaux revenus augmenteraient sensiblement les produits d'exploitation, ce qui auront une répercussion très positive sur la viabilité financière et sociale de Cori Microfinance. Et je vous remercie de votre aimable attention et présente encore mes excuses pour la mauvaise qualité parfois de la connexion. Merci beaucoup, Lamine, pour votre présentation. Et merci à nos participants pour leur patience. Donc, malheureusement, on a pris un petit peu de retard. Donc, la session de questions-réponses sera un petit peu plus courte. Les panélistes ont déjà répondu à certaines questions dans le chat, donc merci à eux. Donc voilà, on va mener la session de 10-15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en précisant bien à qui vous les adressez. Donc pour commencer, j'aurai une première question pour Mamadou Diallo, donc de Cofina. Mamadou, est-ce que le PNB est affecté si l'IMF tient une comptabilité d'engagement et à ce titre peut rattacher les intérêts des crédits sains ayant fait l'objet de reports d'échéance? Anouche, rebonjour Anouche, est-ce que vous pouvez reprendre la question s'il vous plaît? Bien sûr. La question pour vous, est-ce que le PNB est affecté si l'IMF tient une comptabilité d'engagement et à ce titre peut rattacher les intérêts des crédits sains ayant fait l'objet de reports d'échéance? Oui, le PNB en fait est bien affecté. Hein? Le PNB est bien affecté dans la mesure où il faut prendre au fait la chose de façon globale. Parce qu'on parle au fait de report au fait d'échéance. Si on reporte au fait les échéances, c'est quoi? C'est le capital et les intérêts également qui sont reportés. Ça, c'est un. Et dès que c'est reporté, effectivement, il y aura un impact sur la liquidité, mais également, il y aura un impact également en fait, sur les intérêts qu'on devait en fait, percevoir. Si on ne perçoit pas les intérêts, forcément, ça va affecter également en fait, le PNB. Maintenant, autre chose par rapport toujours au PNB, il n'y a pas que les intérêts, il y a également en fait, tout ce qui est commission liée au, fait, au crédit. Je m'explique. Avec la pandémie, si la stratégie, si la production ou bien le volume des crédits également baisse, cela veut dire quoi? Baisse de la production, forcément également on parle là en fait, de baisse des frais de dossier, tout ce qui est également frais liés également que les banques, que les FFD en tout cas en fait gagné en fait sur les crédits, ok. Toutes ces commissions là également, c'est ça qu'on appelle en fait un manque à gagner. Tout ça également c'est des choses également que les FFD également n'ont plus obtenir. Donc c'est pourquoi dans ma présentation j'ai fait focus également fait sur le PNB pour dire que avec le report en fait des échéances, ok, dès que l'échéance est reportée, la liquidité est impactée, mais aussi également le PNB est impacté. Le PNB est impacté dans la mesure où en fait, les commissions, les intérêts qu'on devait percevoir, on ne les perçoit plus. OK? L'autre conséquence également, c'est par rapport à la baisse de la production baisse, toutes les commissions ou bien les frais que les banques en tout cas devaient gagner en fait, sur les opérations de financement également en fait, ne seront pas captés. Donc, du coup, les deux, c'est ça qui va expliquer effectivement qu'on nous sommes dans une situation également en fait, de baisse du PNB. Maintenant, est-ce que si on met à côté également une comptabilité d'engagement de suivi des filles, je ne pense pas. Quel que soit en fait, le schéma, le PNB en fait, sera impacté. Merci. Pardon. Merci Mamadou pour votre réponse. J'ai une question pour Mamadou Lamine de Cori Microfinance. Donc, vous avez mentionné la recherche de financement comme moyen de résilience. Mais compte tenu de vos indicateurs qui ne sont pas toujours favorables,
Comment comptez-vous convaincre les investisseurs à s'engager malgré la crise? Oui, merci. Je crois que c'est Karl qui l'a posé cette question. Alors, d'abord, je voudrais préciser que ce n'est pas tous les indicateurs qui sont dégradés. Hein. Par exemple, en termes de ratio prudentiel, c'est seulement au niveau du taux de capitalisation, du ratio de capitalisation, que nous sommes limite autour de 14%, alors que 14,9 d'ailleurs, alors que l'exigence de la Banque centrale, c'est minimum 15%. Mais partout ailleurs, nous avons pu garder une structure financière relativement bien équilibrée. Et je voudrais d'ailleurs rassurer que durant toute la crise, nous avons 10 acteurs financiers internationaux. Ils nous ont fait l'honneur de convoquer même une table ronde des bailleurs de Cori pour se concerter autour des difficultés de l'institution, et tous ensemble nous ont accordé des reports d'échéance dans les mêmes conditions que la Banque centrale nous l'a exigé plus ou moins pour nos clients. Et en plus, il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à, comment on dit, renoncer à des intérêts déjà courus, et il y a d'autres qui nous ont consenti même des rallonges de financement pour nous permettre de continuer. Je pourrais en citer au moins 3 ou 4. Et au moment où je vous parle, nous sommes en train de signer un contrat pour 1 milliard de francs CFA avec un tout nouveau partenaire. Parce que quand je parlais des tables rondes de nos bailleurs, c'était des gens qui étaient avec nous il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais ce tout nouveau bailleur vient de signer avec nous un contrat, et c'est au service du notaire, pour 1 milliard. Il y a un autre qui vient de nous décaisser, même une banque de la place, qui vient de nous décaisser 500 millions. Et il y a une autre banque de la place avec qui nous sommes en train de négocier. Hein. C'est presque terminé la négociation pour 200 millions, pour dire que malgré les difficultés opérationnelles, c'est au niveau opérationnel que nous avons des problèmes sur les impayés, etc., sur les pertes sur créances, etc. Mais globalement, en termes de ratio prudentiel, et en termes de structure financière, Cori reste relativement quand même solide. Merci. Je crois avoir répondu à la question. Merci. J'enchaîne avec une question pour vous, Lamine, donc toujours sur Cori Microfinance. Comment avez-vous analysé après l'augmentation des frais des dossiers sur le crédit de groupe? Y a-t-il eu augmentation ou diminution du nombre de clients de groupe? Absolument pas, absolument pas. C'est-à-dire, si on connaît bien l'histoire ou l'historique de Cori Microfinance, c'est vraiment une institution qui a été créée et qui a travaillé pendant longtemps exclusivement pour les groupements de femmes. Ce qui fait qu'il y a une appropriation telle que aujourd'hui, tous les grands événements, que ce soit des événements heureux ou malheureux que l'institution traverse, nous les vivons avec ces femmes dans les groupements-là. Je donne juste une illustration. En 2012, où nous étions sortis avec un exercice très difficile. C'était la première fois où on avait un déficit important. Nous avons convoqué le bureau, parce qu'elles ont un bureau national, hein, des femmes de Cori, avec une association reconnue et tout. Nous leur avons présenté la situation, et c'est à partir de leurs propositions à l'époque, elles nous ont dit augmenter tel frais, augmenter telle commission, augmenter. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire actuellement. Parce que ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait une pérennisation de cet instrument, que cet instrument puisse survivre et continuer à leur assurer un financement. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, je parle sous le contrôle de mon confrère Mamadou Diallo. En tout cas, en termes de benchmarking, Cori reste très, très, très compétitif. Ce qui nous donne, je l'ai dit, une marge assez intéressante donc pour pouvoir augmenter quelques frais, quelques commissions. J'ai dit on aurait même pu augmenter le taux d'intérêt.
Mais le taux d'intérêt au plan affectif souvent pose problème. Quand on dit on va augmenter le taux d'intérêt. Et je crois que toutes les institutions du monde utilisent cette stratégie en disant, bon, je laisse le taux d'intérêt comme ça, mais je vais piocher un peu sur les frais de dossier, sur les commissions, etc. Et comme je l'ai dit, c'est 100 francs. Par exemple, si on dit une femme, vous allez cotiser 100 francs par mois. Vous voyez? Donc, pour elle, 100 francs, c'est rien du tout. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur, on n'a pas eu de retour, en tout cas négatif, par rapport à ça. Et ça se passe relativement bien. Donc, on n'a pas eu de retour vraiment négatif par rapport à cette décision. Et les choses se déroulent correctement. Merci beaucoup, Lamine. Donc, il nous reste 4 minutes de temps. On va juste avoir le temps de poser 2 petites questions donc à Mamadou Diallo et Mamadou Lamine Gueye. Mamadou Diallo, une question pour vous, une dernière question. Selon les expériences étudiées, laquelle ou lesquelles ont le plus réussi pour l'accompagnement des PME en vue de juguler l'impact du Covid-19? Merci Anouche pour cette question. Juste d'abord, il faut noter que Cofina Sénégal bénéficie au fait de la confiance au fait des bailleurs. En plein au fait pandémie, nous avons signé des conventions de partenariat avec certains bailleurs, des fonds de garantie. Et dans le cadre maintenant en fait de l'opérationnalisation de ces conventions, nous avons accompagné des PME qui ont été affectés par la pandémie à relancer en fait leurs activités. C'est un point important dans la mesure où, en période au fait de crise, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs en situation sont désespérés. Si maintenant en fait le partenaire financier revient en fait à la charge avec des solutions, c'est quelque chose de salutaire. Mais tout ça également, nous avons réussi, en tout cas, cette expérience, nous l'avons pu mettre en place grâce à la confiance que nous avons en fait, grâce au soutien également fait de nos bailleurs. Je ne vais pas citer leur nom, mais il faut noter que actuellement, la production a été relancée, l'activité a été en fait relancée, les paiements continuent maintenant d'obtenir l'accompagnement, le soutien au fait de Cofina dans le cadre au fait de leur business grâce à des mécanismes de combinaison ou bien de soutien au fait des bailleurs via des fonds de garantie. Parce que comme vous le savez, à un certain moment, les paiements avaient des contraintes, on est contraintes en tout cas au fait de donner en fait des garanties autres. Maintenant, de par l'ingéniosité en tout cas au fait de nos collaborateurs, on a mis en place des systèmes. Donc du coup, il y a eu des clients qui ont été impactés significativement, maintenant qui ont vu même leur financement supérieur au moment où ils étaient en fait, dans une situation en fait, saine. Donc, il faut dire que oui, l'expérience, en tout cas, c'est vraiment en fait, c'est vraiment en fait, la confiance, en fait, le soutien en fait, des bailleurs qui ont bien voulu, en tout cas, en fait, accompagner au Cofina à continuer à soutenir en fait, leurs partenaires. Ça, c'est quelque chose en fait, de fondamental que nous avons vécu lors en fait, de cette période de pandémie. Et on continue également en fait, de nouer des partenariats avec des fonds d'investissement pour toujours soutenir ou bien accompagner en fait, nos clients qui sont dans des difficultés ou bien qui veulent relancer en fait, leur business. Merci Mamadou. Une dernière question, donc ce sera la dernière question du webinaire. Donc pour Mamadou Lamine Gueye de Cori Microfinance. Donc voilà, si vous pouvez, Lamine, répondre en 1 minute ou 2 très brièvement pour clore le webinaire. Étant donné la vulnérabilité des emprunteurs et le ralentissement de leur activité, pensez-vous que l'ajout de nouveaux frais liés à la gestion de crédit serait la meilleure alternative? Lamine, vous avez entendu la question?
Allô? Oui, vous avez Allô? entendu oui, vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu, voilà, Super. je disais que, vous savez, à situation spéciale, mesure spéciale, hein, il n'y aurait pas d'augmentation de frais s'il n'y avait pas cette pandémie avec ses conséquences. Mais aussi, il faut comprendre que chez nous, toutes les décisions sont prises en concertation, comme j'ai dit, avec les groupements féminins qui sont représentés en conseil d'administration générale. Et aussi, il faut voir en termes de valeur relative et même valeur absolue, qu'est-ce que ça représente ces montants? Quand je dis 100 francs par femme par réunion pour un cycle de 6 mois, c'est 600 francs CFA. 600 francs, c'est quoi? C'est 1 euro, je crois. C'est 1 euro, voilà. 6 mois. C'est vraiment des montants qui sont relativement dérisoires, qui fait que donc ça n'impacte pas vraiment l'activité ni les conditions de vie de la femme. En tout cas, pour nous, c'est des montants qui sont très, très marginaux. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'échelle, c'est l'effet d'échelle. Si on a pris 100 francs sur 100 000 femmes, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose qui pèse individuellement, pris par individu, ça ne pèse pas du tout. C'est rien du tout. Pas chaque jour, on donne 100 francs au mendiant qui est dans le coin de rue. Et chaque jour, on dépense 100 francs pour beaucoup de choses qui ne soient pas surtout souvent très, très utiles. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Gueye, pour votre réponse. Donc, notre webinaire est maintenant terminé. Donc, merci à nos panélistes d'être restés un petit peu plus longtemps et merci à tous les participants pour toutes vos questions et votre écoute active. Je vous invite maintenant donc, à vous rendre sur Portail FinDev pour découvrir des articles de blog, des enregistrements de webinaires, publications, offres d'emploi en français sur la microfinance et la finance inclusive. Et si c'est la thématique de la résilience de la microfinance ou bien de la pandémie de Covid-19 qui vous intéresse, vous pouvez donc vous abonner à notre bulletin d'information bimensuel et consulter nos pages thématiques. Et comme précisé au début du webinaire, nous vous enverrons directement par email l'enregistrement vidéo du webinaire ainsi que la présentation PDF. Donc, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et à bientôt pour un webinaire FinDev. Merci, au revoir à tous. Merci, Cofina vous remercie.